Et on démarre avec un thème très intéressant aujourd'hui, celui de la liaison production-logistique. On n'en parle pas souvent de ce thème, et donc c'est l'occasion d'en parler et de le développer ensemble. Allez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, repenser, automatiser la liaison production-logistique. Voilà une belle thématique pour cet avant-dernier webinaire de la saison 2022 côté Simco. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, rappelons Simco, nous sommes donc cabinet conseil en logistique supply chain. Avec une offre complète sur notamment le territoire français, mais aussi l'ensemble de l'Europe à travers notre siège qui est en Italie, à Milan. Donc, une offre complète sur toutes les activités qui vont concerner la mise en performance de nos entrepôts d'usines et de distribution à travers l'étude de faisabilité sur des solutions plus ou moins automatisées, plus ou moins manuelles, à travers donc des outils de simulation de flux. On va avoir l'occasion d'en parler dans le cadre de ce webinaire, à travers l'accompagnement de donneurs d'ordre pour répondre à des appels d'offres, l'accompagnement, je vais y arriver, l'accompagnement de prestataires logistiques pour répondre à des appels d'offres de donneurs d'ordre sur l'externalisation logistique. On accompagne également des donneurs d'ordre pour mettre en place ces logiques et la recherche du bon prestataire pour assurer la logistique. Et puis, nous sommes également certifiés Calliope depuis le mois de mars cette année, puisque nous considérons chez Simco qu'on a beau mettre la meilleure organisation du monde en place avec tout ce qui va bien sur notre site, si on n'accompagne pas les collaborateurs pour les faire monter en compétences ou pour transformer leurs fonctions, puisqu'on peut avoir des transformations donc, de fonctions, eh bien c'est peine perdue. Et donc nous avons donc développé une offre un peu sur catalogue, mais beaucoup sur mesure, donc pour accompagner et pour faire monter en compétence vos collaborateurs. Simco, c'est en détail, et on a souligné ici donc l'offre qui va vous concerner plus particulièrement en termes de liaison, production logistique. C'est donc des master plans d'aménagement d'usines, c'est de la logistique d'entreposage sur tout ce qui va être, on va le développer, matières premières, articles de conditionnement, produits semi-finis, produits finis, avec donc la conception, l'organisation du dépôt traditionnel avec un contenu plus ou moins élevé d'automatisation, avec cette notion de simulation de flux et avec cette notion de liaison donc entre tous les points de fonctionnement d'un process dans un entrepôt. Et puis on va toucher un petit peu la partie ligne production aussi quand on va vouloir vraiment optimiser cette notion d'approche. Chez Simco, on va s'occuper des flux, on va s'occuper des entrepôts, on va approcher vos productions au très près, au plus proche. Par contre, on ne va pas rentrer dans le détail de vos process de la production, c'est pas notre rôle. Encore un petit mot sur Simco. Parmi nos 600 clients, quelques-uns qui s'affichent ici, du plus petit au plus gros, j'allais dire. Je vous laisse deviner qui est le plus petit et qui est le plus gros. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est donc multisecteur, de l'automobile, de la distribution, de la cosmétique, de la pharmacie. Excusez-moi. On est donc sur tous ces secteurs et avec donc des différentes tailles de clients et donc également donc à notre tableau de bord 600 clients, 2400, excusez-moi, 600 clients, 2400 projets, donc un coefficient donc de projets. J'ai un petit souci. Et donc, un coefficient donc, de nombre de projets par client assez conséquent qui montre finalement l'intérêt que portent nos clients sur nos activités.
Voilà, alors un petit moment de concentration de manière à bien se lancer dans ce sujet de webinaire. On programme aujourd'hui donc une partie donc logistique industrielle, une redéfinition, si tant est que ce soit nécessaire sur bien définir le périmètre sur lequel on part et celui qui va nous permettre d'identifier donc ces flux de la production vers la logistique. La définition, là aussi une remise en contexte, c'est quoi finalement un entrepôt, des entrepôts d'usines? Quel est le type d'intralogistique qu'on peut trouver avec des connexions internes? Comment est-ce qu'on va choisir la solution? Et puis au final, quelle solution, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer pour identifier et valider donc les solutions qui alors, la logistique d'usine est-il nécessaire de le rappeler? Une chaîne d'approvisionnement, la supply chain, du fournisseur au client, du fournisseur jusqu'au client du client, avec différentes étapes de production, de fabrication, d'assemblage, puis donc de centres de distribution, et puis peut-être de centres régionaux, et puis de revendeurs, etc. Une possibilité également d'aller relativement directement du fournisseur jusqu'au client, auquel cas on a pu se poser la question donc, de cette liaison entre la production et la logistique, avec différents flux, donc flux entrant, flux sortant, mais c'est aussi ce flux interne qui va nous intéresser donc aujourd'hui. Donc le défi aujourd'hui d'une usine, c'est de faire face à différentes typologies de fabrication, le make to order qu'on connaît bien, le make to stock qu'on connaît bien également, soit on fabrique pour remplir un entrepôt, soit on fabrique à la demande, donc avec des contraintes et notamment de temps qui sont peut-être différents. Tout commence aussi, on peut être sur de l'engineer to order, c'est-à-dire que on va vraiment concevoir un produit. Alors, on n'est pas ici dans de la grande consommation, évidemment, et dans des grandes séries de production, mais on va concevoir un produit pour le passer en commande, où on peut l'assembler, ce produit, sur la base de composants dont on dispose, une fois qu'on a la commande. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir ce qu'on appelle la customisation retardée. On assemble le produit au plus tard, où on va mettre une notice en fonction d'une langue quelconque, un étiquetage, un emballage, une couleur, un autocollant, puisqu'on peut avoir des produits d'autres qui sont vendus sous différentes marques commerciales derrière. Donc, on va avoir cet assemblage donc, vraiment au moment de la commande avec un stock plutôt neutral. Et donc, on va avoir aujourd'hui dans nos usines des contraintes de passer de grande taille jusqu'à des petites tailles, qu'on va demander de la flexibilité, on va demander un niveau de service très fort, avec une couverture de stock qui pourrait, pour le coup, va diminuer malgré nos problèmes actuels qu'on connaît sur des approvisionnements et des retards. Et puis, donc, on va s'adapter finalement à ce besoin. Est-ce qu'on fabrique en avance? Est-ce qu'on fabrique sur commande? Et là, on va avoir forcément des réponses qui vont être différentes en fonction de ce besoin. Alors, on l'a dit, on a vraiment l'entrepôt d'usine pour assurer la disponibilité donc, des matériaux avec différentes catégories de stock qu'on va pouvoir visualiser, avec des dimensionnements différents, avec des agencements différents, avec des tailles différentes. On va avoir de la palette, on va avoir du colis, on va avoir de la petite pièce, la pièce détachée, etc. On a des flux donc intra-logistique, hein, donc l'entrepôt d'usine, c'est ce que j'appelle, maintenant vous en avez l'habitude, la photo, l'intralogistique sur la partie film, avec la gestion donc des mouvements du point A au point B, avec des buffers intermédiaires qui sont dimensionnés, qui permettent de passer à un moment donné du flux tiré au flux poussé, et donc qui vont permettre de ne pas générer de rupture sur un process en aval et pour le coup de ne pas exploser en termes de dimension et prendre à la fin des dimensions qui pourraient gêner les flux, la circulation des engins, aussi bien manuels que automatisés. Et puis, ce troisième point qui est extrêmement important, hein, c'est la notion de système d'information. Si on pense à automatisation, ça veut bien dire qu'on doit avoir des flux qui sont gérés par des flux d'information avec des systèmes d'information. Et donc, de manière à pouvoir réagir le plus vite possible et informer nos outils et avoir ce tableau de bord de pilotage qui est essentiel aujourd'hui pour piloter une activité pour un patron d'activité, mais qui va être aussi essentiel
pour mettre en route des engins de manutention et des systèmes automatisés. Cette partie entrepôt d'usine, je disais, donc on a plusieurs typologies de produits. On a donc ces matériaux, matières premières brutes, qui peuvent être palettisés, qui peuvent être en mid-back, qui peuvent être en vrac, qui peuvent être en fût, donc différents types de conditionnement avec des stabilités qu'on maîtrise pas forcément, puisque ça vient en général donc, de différents fournisseurs qui peuvent avoir des qualités de palettisation ou de solidité de palettes plus ou moins bonnes. On va gérer ces articles de conditionnement, c'est toute la partie emballage, voilà, les produits dans lesquels, donc, au sein duquel on va déposer la fabrication. On va gérer des produits finis, tout ça. Donc, ces articles-là, on va les gérer en aval ou en amont donc, de la production dans un environnement qu'on va qualifier de logistique. Et puis, on va s'approcher sur des lignes de fabrication où là, on va commencer à avoir là aussi des composants qu'on peut avoir en logistique et qu'on peut alimenter avec différents modes de réapprovisionnement. On peut avoir des consommables, on peut avoir des outillages également pour la partie maintenance des systèmes de production. Et puis, on va trouver des produits semi-finis. Et puis, on va avoir des interfaces entre les deux. C'est qu'à un moment donné, on va livrer de la matière première sur la partie production. Et puis, on va avoir différentes stratégies. Est-ce qu'on va faire de la préparation de commandes pour répondre à un ordre de fabrication qui va rentrer en production, ou est-ce qu'on va mettre une palette à disposition de la production et puis que cette palette, la production va l'entamer et on va la retourner ensuite dans son stock initial. Donc, à voir derrière comment on peut gérer tout ça. Et puis, donc, j'en parlais, donc c'est semi-fini qui peuvent avoir des contraintes liées à la qualité, liées donc à ce qu'on appelle la quarantaine, qu'on va soit remettre dans un entrepôt spécifique, soit laisser aux alentours de la production. En tout cas, on va essayer d'optimiser, de trouver cet équilibre entre où je dois stocker mes produits et qu'est-ce que je dois en faire et sous quelles contraintes et combien de temps on va stocker donc ces produits semi-finis. Alors, quand on parle donc de stock, d'entrepôt interopérationnel, d'entrepôt de produits finis, d'entrepôt tertiaire, donc interopérationnel, on va être sur des zones et des buffers, beaucoup de stock ou pour des produits donc semi-finis. On va se poser des questions sur les particularités. Combien est-ce qu'on a de fournisseurs, combien est-ce qu'on a d'articles, quelle est la couverture de stock, est-ce qu'on doit gérer la traçabilité, on va y revenir après. Est-ce qu'on a donc quelles sont les unités de manutention finalement? Est-ce qu'on doit déplacer plutôt des palettes, des colis, des cartons, des petites pièces, des sachets, les dimensions, les poids? Donc tout ça, c'est des informations qu'on devra évidemment collecter. Et puis donc qu'est-ce qu'on doit faire avec les produits finis? Est-ce qu'ils sont vraiment finis? Est-ce qu'en sortie de ligne, on doit assurer la partie étiquetage, traçabilité, filmage? Est-ce que ça, on le fait plus tard? Est-ce qu'on doit rouvrir des boîtes? Et puis finalement, où est positionné notre entrepôt et notre production par rapport au client final et quelles sont les étapes qu'on peut faire sur place et qu'on doit déléguer plus tard sur des centres de distribution. L'entrepôt tertiaire qui va donc intégrer l'information, imaginer et définir donc tous ces indicateurs de pilotage quand on est donc sur un suivi donc, de prestataires logistiques et puis donc quelles sont les logiques de partenariat qui nous permettent d'avancer. Et on identifie parmi tout ça donc ces complexités, l'hétérogénéité donc des unités de charge, les agencements d'usine, les zones d'échange, ces fameux buffers, ni trop petits ni trop gros, la gestion des emballages vides, ça c'est quelque chose qui est important. Emballage vide, déchets, on n'y pense jamais suffisamment. On alimente, on alimente des produits, on vide des conditionnements, on vide de la matière première, mais il faut évacuer évidemment ces produits de manière à pouvoir faire la place pour les fabrications suivantes. Et donc, on va avoir à gérer à la fois donc, cette collecte de contenants vides, de déchets, et puis donc les retours de marchandises. Dans le cas, je vous rappelle tout à l'heure, on l'a évoqué, où je mets une palette à disposition de la fabrication se sert et je ramène la palette avec donc une palette incomplète dans les stocks en gérant correctement les besoins et la traçabilité.
Alors, on a ici quelques exemples que vous connaissez bien, évidemment, hein, la réserve, les entrepôts de matières premières, de matériaux d'emballage, hein, donc c'est des stocks qui viennent un peu de partout, avec des unités de charge, on voit ici qui sont différentes, des palettes 80-120, 100-120, 120-120, des box, des palettes perdues, des palettes simple entrée, des palettes double entrée, de la caisse métallique. Donc tout ça, il va falloir aller s'adapter, rationaliser éventuellement, peut-être mettre des palettes esclaves, hein, ça peut être une solution aussi, c'est-à-dire qu'une petite palette que je sens pas très solide ou qui n'a pas forcément les bons points d'entrée pour les mettre en stock, ensuite je vais les mettre sur une autre. Voilà, ça c'est des points qui sont capitaux parce que autant quand on est sur une logistique très manuelle, on va pouvoir s'adapter, tant bien que mal, en perdant de la place peut-être, autant si on va parler automatisation, il va falloir aller trouver une standardisation ou des standardisations de manière à pouvoir donc faciliter le travail donc, des automates. Ici, on est sur un entrepôt donc, de produits semi-finis, ça veut dire qu'on a déjà alimenté la production, on sort un bout de production pour en faire, donc, parce qu'à un moment donné, on arrive sur sur un bout de process, de gamme de fabrication, et soit on attend d'avoir une commande pour finaliser le produit, savoir ce qu'on met dans un emballage, savoir de quelle couleur on va peindre l'article, quelles options il faut qu'on assemble dessus. Donc là, on est sur une fin de gamme et on attend donc une commande, ou alors on est sur une gamme où on a une réalisation qui a été très rapide et en parallèle, on doit rejoindre une production qui a été beaucoup moins et auquel cas on va stocker ces notions, ces produits semi-finis et les mettre à disposition, là aussi à nouveau de lignes de production pour en faire des produits finis. Donc on va avoir une notion de stock tampon, de file d'attente hein, dans un premier temps, c'est que j'ai une production très rapide qui rejoint une production beaucoup moins rapide, ou alors je vais avoir donc une notion de découplage de stock, là aussi en fonction donc du besoin donc, de la production. Autre exemple ici où on voit donc des types, on commence à voir des typologies donc de solutions qui arrivent, où on va être donc sur des consommables, des composants, et donc dans l'ensemble des produits plutôt de petite dimension. On parlait d'outillage également, ce qui peut être le cas, notamment quand on voit donc ce type de magasin en bas à gauche sur donc des carrousels verticaux, c'est-à-dire qu'on a des petits produits qui idéalement donc, sont posés dans des colis, dans des cartons, et qui nous empêchent, en général, quand on est sur une organisation avec des étagères, ces produits vont nous empêcher d'exploiter la hauteur. Ces carousels nous permettent vraiment d'exploiter la hauteur totale donc, de l'entrepôt. Donc, on peut avoir des magasins pour alimenter des postes de travail, on peut être organisé sur des îlots de travail, on peut alimenter ce qu'on appelle les plateaux repas, c'est-à-dire qu'on fabrique, on répond aux OF et dans un même contenant, on va mettre tous les produits qui vont concerner donc un ordre de fabrication ou plusieurs ordres de fabrication. On peut être sur un principe bord de ligne où on va alimenter, avoir plusieurs bacs pour un même produit, et donc on va réalimenter ces bacs en mode Kanban. Voilà, donc tout ça, on va forcément là aussi, donc ici sur ces exemples-là, s'adapter aux besoins ou réfléchir à des besoins d'une meilleure manière d'alimenter donc ces produits qui sont en général donc, de petite taille. Et puis derrière ces produits, on va les récupérer et on va aller chercher les produits finis en sortie de ligne. Alors là aussi, hein, en fonction donc de la typologie de production, des cadences, des fréquences, de la plage horaire, si on est sur un cycle continu, si on est sur un cycle posté, ou si on est sur une plage d'ouverture journée, on va de toute façon devoir évacuer les produits finis. Alors, grosse entité, petite entité, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, on peut imaginer des buffers, c'est-à-dire que si on n'a pas des effectifs très importants, on peut imaginer que on va cumuler des palettes
puisqu'en général, les produits finis sont sur palette. Alors, c'est en général, évidemment, puisque ça ne concerne pas toutes les activités, mais on va cumuler donc ces unités de manutention et de manière à pouvoir donc les densifier sur une zone. Et puis, une fois qu'on a un certain nombre de palettes ou d'unités, missionner donc un cariste ou quelqu'un qui peut être en polyvalence pour évacuer ces produits et aller soit les ranger, soit les mettre sur un quai. On a ici un système donc de navettes, donc de remplissage et de vidage de navettes en automatique. C'est-à-dire qu'on va finalement positionner les palettes et puis donc à un moment donné, quand le camion ou un chargement est prêt, on met un camion à quai, on pousse ces palettes dedans de manière totalement automatisée et donc on gagne du temps sur ces parties donc d'évacuation produit. Tout comme on peut imaginer que ces palettes, on les positionne sur un convoyeur et qu'elles vont être stockées derrière par un système de transstockeur, par un système de shuttle ou autre. On peut les mettre sur des AGV, on peut les mettre vraiment, si on parle automatisation évidemment, hein, et l'idée c'est d'éviter d'avoir un transfert, donc un cariste avec un chargé de manutention qui attend en sortie de production qu'il y ait une palette qui sorte et quand elle sort, il fait le nécessaire pour l'enregistrer dans le système et aller la mettre en stock. Et si on parle de solutions externalisées, et on avait peut-être le cas avec l'illustration précédente, hein, on va essayer d'optimiser, de mutualiser le mieux possible donc ces chargements, déchargements de navettes, puisqu'on va être sur des flux qui vont être relativement réguliers, soit en entrepôt donc en amont, où on va plutôt aller stocker donc tout ce qui est matière première, tout ce qui est articles de conditionnement et autres, soit donc sur la notion de produits finis, éventuellement de produits semi-finis, encore qu'en général on évite de les sortir trop donc du périmètre et du site de production. Tout dépend de la capacité et de la place dont on dispose et de combien de temps ces produits restent à l'état semi-fini. Et donc, on va voir cet échange, hein, donc ces appels de produits pour la production. Et puis, donc, on va être plutôt sur du flux poussé en général sur le départ, sur le réseau de distribution en fonction du schéma directeur pour aller jusqu'au client final en passant soit par des plateformes, donc du cross-docking, où on ne va pas avoir de stock, on va vraiment être en flux tiré, soit en alimentant un ou plusieurs entrepôts de stockage pour ensuite donc, faire face à la demande des clients. Alors, une fois qu'on a identifié, qu'on a donné un peu ces différents exemples de produits, on va aller se poser la question sur les connexions et sur vraiment ces notions d'intra-logistique. Et donc, on va faire un focus, une vue. D'abord, je reviens sur ma photo, ensuite on reviendra sur le film, avec les différentes zones d'occupation d'usine. Nous avons ici une usine où on a la répartition donc, des grandes zones. En bleu, la production. Voilà. En vert, la partie donc emballage, conditionnement, la partie donc collecte des emballages vides donc, en orange, en jaune tout ce qui va être plutôt matière, en rouge les matériaux d'emballage, donc on distingue ici des racks, et donc on va identifier quelles sont les grosses zones qui vont être au final à relier donc, dans l'usine, avec une notion donc, de cartographie qui va arriver, et donc sur cette notion de plan directeur. Et quand on va se poser la question de l'automatisation, on va forcément se poser la question du meilleur flux, du meilleur schéma, des risques de coactivité, de possibilités donc de mettre des accès dédiés et voire ne pas s'exclure, selon le cadre de référence, de déplacer des process de manière à avoir un cheminement un peu logique ou le plus logique possible qui limite des allers-retours, qui limite des flux en X, qui limite des flux en Z et de manière à vraiment aller chercher donc cette optimisation. C'est une réflexion qu'on va avoir non seulement quand on va se poser la question d'automatisation, mais c'est une réflexion qu'on peut aussi avoir sur une optimisation de process en lui-même,
en disant aujourd'hui, et on le verra par rapport à l'illustration, on peut faire ce qu'on appelle donc, des suivis tracking donc, d'opérateurs et qui vont nous donner ce qu'on appelle des spaghetti charts, donc des belles assiettes de spaghetti où on va voir finalement l'évolution d'un cariste, d'un opérateur au sein donc d'une entité en elle-même et on va voir qui fait donc qui va finalement partout dans tous les sens et qui n'a pas d'ordre logique de flux. Donc ça, c'est des outils qui nous permettent d'aller chercher ces optimisations. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié les gros zones, qu'on s'est posé les questions des contraintes, hein, quand on est sur des gros process de fabrication, quand on a des contraintes euh, de, de, de zones blanches, de zones grises, donc d'hygiène, de température, peut-être de stockage sur des produits classés ICPE, on va être forcément limité ou tout au moins, on va se poser des questions en termes de budget, de déplacement de ces zones. Et donc, il va falloir qu'on trouve un équilibre entre qu'est-ce qu'on peut déplacer, comment on peut les déplacer, ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas le choix que de s'adapter donc, à l'existant. Et donc, une fois qu'on a fait donc, cette photo, on va aller chercher le film, c'est-à-dire les flux puisque c'est pas parce que j'ai une zone d'emballage qui est à l'autre bout de l'usine par rapport à ma zone de production que c'est celle-là qui va être la plus performante. Pourquoi? Parce que les emballages, peut-être qu'avec 3 palettes par jour d'emballage, je peux sortir l'équivalent de 150 palettes en produit fini. Donc on va avoir à relativiser cette distance, cette localisation, évidemment des classes de rotation aussi, hein, des produits, donc des couvertures de stock, par rapport à nos besoins d'alimentation ou d'évacuation donc des postes de fabrication. Et donc, on va établir cette cartographie qui va nous dire quels sont les flux qu'on va consommer, enfin les zones sur lesquelles on va consommer le plus ou le moins de flux, de manière à pouvoir donc aller identifier là aussi des secteurs à privilégier en termes d'automatisation ou au contraire à oublier parce que ça va être très compliqué d'aller optimiser ou ça vaut pas le coup pour traverser l'usine pour 2 palettes par jour d'aller mettre en place un AGV, un convoyeur ou toute autre solution, un drone, un circuit aérien pour alimenter ce poste de travail. Donc on va faire ce travail d'analyse à la fois sur quelles sont mes zones de travail, à la fois sur qu'est-ce que je dois alimenter, comment est-ce que je dois les alimenter. Et puis la troisième phase, ça va être les notions de coactivité, de croisement de flux, là où on peut détecter, identifier donc des dangers possibles et comment est-ce que je peux privilégier donc ces notions de flux au sein de mon entité avec ici donc des flux donc avec des croisements donc AGV avec des chariots, des croisements c'est les points rouges, des croisements donc, entre des piétons et des AGV, hein, qui sont des points bleus ici. À un moment donné, tout se croise, c'est le point vert. Alors peut-être que tout flux, on aurait pu le mettre en rouge, c'est pas grave. Et donc, on va identifier là aussi quels sont les points sensibles. Pourquoi? Parce que ça va rentrer dans une notion de cahier des charges et de besoin en disant, OK, j'ai des AGV, est-ce que je peux leur consacrer des lignes dédiées ou est-ce que je dois gérer de la coactivité? Est-ce que je peux à un moment donné bloquer, demander avoir un système de feu, de détection, de barrières finalement entre les différents opérateurs de manière à privilégier des AGV par exemple ou au contraire privilégier un chariot ou un piéton par rapport à un AGV. Et ça va avoir plusieurs conséquences à la fois sur l'équipement du site et des chemins de circulation en eux-mêmes. Ça va avoir une conséquence sur l'équipement des engins, sur une notion de sécurisation, ça va avoir une incidence sur les coûts, mais aussi sur les fréquences, sur les débits et donc finalement sur le nombre d'engins dont on va avoir besoin, puisque si on a un engin qui s'arrête toutes les 2 minutes pour laisser passer des chariots ou des piétons, il ne va pas faire son job comme on aimerait qu'il le fasse, et donc on va être obligé de multiplier le nombre d'engins sur le flux pour assurer l'intégralité donc des mouvements. Et donc on va se poser la question sur qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on ne peut pas automatiser, comment on fait, est-ce qu'il y a des zones où c'est trop dangereux parce que j'ai des allées qui sont trop étroites et je ne peux pas me permettre de mettre un système automatique.
Vous remarquerez que sur ce schéma, on n'a pas coché l'option croisement d'un AGV avec un AGV. Alors pourquoi? Parce que on voit qu'on est plutôt sur un flux sur lequel on a tracé des routes, on a tracé des chemins pour ces AGV, ce qui n'empêche pas effectivement d'avoir à un moment donné des croisements d'AGV, mais c'est le système d'information qu'on appelle en général un WCS qui lui va gérer donc ces missions d'AGV qui va avoir à traiter ce cas donc, de croisement et de priorité donc, entre deux AGV. Alors, ces zones d'échange, c'est le point suivant, c'est que là où on a donc ici, on avait donc identifié des croisements de flux. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va devoir à un moment donné déposer des produits, récupérer des produits, donc sur ce qu'on appelle des zones d'échange. Qui vont permettre d'un côté à un cariste ou un système automatisé d'amener des composants, des produits, et puis à l'autre bout, on passe la frontière et on est dans l'environnement de production. Et là, on vient collecter, on vient prélever sur ces palettes, sur ces unités de manutention, donc les systèmes dont on a besoin, les marchandises dont on a besoin pour entrer en fabrication. Et puis en général, ces mêmes zones, soit du même côté, soit donc du côté opposé en fonction de la typologie de la ligne de production, mais on va devoir collecter. Ici, on va collecter forcément du même côté donc les emballages vides, et puis de l'autre côté ou à côté, on va collecter donc les produits finis. Donc, on va devoir prendre en charge pour les emmener, alors finis, semi-finis, pour les emmener sur un autre poste de travail, ou au contraire pour les emmener dans des zones de stockage ou de préparation ou d'expédition navette, le cas échéant, si on ne stocke pas de produits finis sur le site. Et donc, là aussi, on va se poser des questions sur les flux, les quantités, combien on en amène, combien on expédie. Est-ce que à chaque fois qu'on a une palette vide, est-ce qu'on doit la ramener ou est-ce qu'on peut empiler ces palettes vides à un moment donné pour ne générer qu'un seul trajet? Comment est-ce qu'on peut centraliser si toutes ces palettes, on les emmène au même endroit? Voilà. Comment est-ce qu'on doit aménager des stations de manière sécure et aussi de manière à respecter la législation? Est-ce que on voit ici donc sur cette illustration de fûts qui sont en hauteur, ok. Est-ce que ces fûts sont concernés par des problématiques de classement liés à l'environnement, etc. Est-ce qu'on va mettre des palettes de rétention, des bacs de rétention en dessous? On va forcément se poser la question, à la fois pour le stock et à la fois pour la partie donc transfert et sécurisation des flux et des charges. On a aussi des flux qui sont, alors je parlais tout à l'heure d'empiler en palette, hein, on a aussi des flux qui sont mineurs mais qui sont indispensables. On parlait des déchets, on parlait tout à l'heure donc ces notions d'évacuation donc de palettes. Ici, on est sur des flux quand on a des notions de contenu contenant. On a des bacs qu'on remplit pour alimenter la production les vide et redonne les bacs. Donc en général, ces bacs, on arrive à les identifier, c'est-à-dire qu'on identifie le contenant par un code barre, par une puce RFID. Donc on sait tracer tout le cycle de ce bac, toute la vie de ce bac et de son contenu, puisqu'on aura associé son contenu sur la chaîne logistique. Et donc on va devoir identifier quel est le chemin. Est-ce qu'on peut les empiler comme ici? On a deux photos distinctes, un où on peut pas empiler les bacs, l'autre on peut empiler les bacs. On a ces systèmes donc, de caisses qu'on voit ici sur lesquels on va pouvoir les plier. Au même titre qu'on disait tout à l'heure, est-ce que je peux entasser mes palettes pour avoir généré qu'un mouvement? Et bien ici, on va essayer d'optimiser l'emprise en surface, en volume et aussi au sol de ces produits de manière à pouvoir assurer donc les flux, mais sans empiéter sur l'intégralité donc des zones de stockage et des zones de circulation. Et donc on va avoir à se poser donc ces questions sur ces flux. Un autre type de flux, c'est ce qu'on appelle le flux à valeur ajoutée. Voilà, quand on fait de l'assemblage, quand on fait du kitting, quand on fait du réétiquetage, quand on doit reprendre des produits parce qu'on considère qu'ils sont finis, mais il y a un problème de qualité dessus, parce que quand on l'avait fini, il était dédié plutôt sur un marché français, et puis
pour un problème d'équilibrage des stocks, on va décider les attribuer à un marché donc, étranger qui va avoir des règles en termes d'étiquetage, de normes pharmaceutiques ou FDA ou autres. Donc on va être obligé de reprendre un colis, de rouvrir, de mettre peut-être un stick, voilà, de changer un code barre, pourquoi pas. Donc tout ça, ça va être des flux donc ce qu'on appelle de reprise ou donc des flux à valeur ajoutée, parce qu'une reprise n'a pas vraiment de valeur ajoutée malheureusement. Le traitement des retours aussi. Donc là aussi, on va devoir à travers donc un circuit principal, savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère ces flux qui peuvent être aussi très forts. On parlait tout à l'heure de flux mineurs sur les flux de déchets, on peut avoir des flux qui sont très forts donc sur ces flux donc à valeur ajoutée. Donc, on fait la photo d'un site ou des besoins entre donc, la partie entreposage et la partie production en fonction d'une catégorie de produits. On analyse les différents poids de consommation. On analyse ensuite la notion de flux, de besoin, de risque, de coactivité, de schéma dédié, etc. On s'adapte en fonction de la typologie du travail, la typologie des volumes et des produits. Et puis là, on commence à avoir quelques idées sur cette notion d'automatisation, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre en place et qu'est-ce qu'on va évacuer comme solution. Et donc, on va derrière avoir à choisir une solution pour répondre aux besoins. Alors, comment on choisit la solution? Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous conseiller de faire appel, comme 40% des entreprises, à un cabinet conseil qui va avoir une vision globale et large sur les solutions possibles, qui va avoir une méthodologie dont on va parler plus tard et dont on va la développer dans notre prochain webinaire pour aller chercher à identifier les bonnes informations pour identifier les bonnes solutions. Alors, OK, il y a un coût de départ sur un cabinet de conseil, mais l'ampleur, la qualité du travail amène une sécurisation et quelque part une connaissance également donc, du marché. Et ce coût que vous mettez au départ, vous l'absorbez dans le temps sans aucun problème. Et ça, je vous le garantis. Alors, on va passer par ce qu'on appelle une étude de faisabilité pour identifier donc, ces notions de zone de travail, de flux, de stock, de volume, de manière à pouvoir donc, décliner derrière et aller chercher donc, différentes solutions alternatives. Cette étude de faisabilité, elle va prendre en compte des points spécifiques quand on parle de liaison entre la logistique et la production, ou production et logistique. On va avoir un impact sur l'entrepôt important sur les exigences de stockage et la couverture de stock, les niveaux de stock. Par contre, très peu d'impact sur la partie intralogistique, flux et alimentation donc, de la production. Les débits qui vont être importants des deux côtés, les articles traités dans les différents entrepôts, qui est plutôt important sur entrepôt et moins sur l'intralogistique. Donc, toutes ces séries-là, vous aurez évidemment le support de présentation, vous pourrez prendre le temps d'analyser le contenu. Donc, en termes d'agencement, de préparation de commandes, de zone d'échange, de collecte de tri et déchets, donc tout ce qu'on vient de voir, en fait, on va classer et savoir si on a beaucoup d'importance sur la partie stockage et si on a beaucoup ou pas d'importance sur la partie flux. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. Et donc, on va relativiser donc, tous ces flux en analysant vos flux. Un historique de flux. On prend les entrées, on prend les flux internes, on prend les flux de sortie et on les analyse de manière à pouvoir aller donc identifier et calibrer et quantifier donc ces notions dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on est sur j'ai un slide qui me manque, excusez-moi. Donc, on va être sur toutes ces unités de charge, mais on va aussi savoir identifier et tracer des spaghetti charts, donc ces flux caristes, hein, où
ou ce flux matière, on va dire, hein, indépendamment de comment on les déplace. Donc, ils vont se passer donc d'une zone à une autre. On va analyser des distributions horaires, on va analyser des classes ABC, on va analyser des tableaux de départ, arrivée d'une zone vers une autre, des fréquences, des cadences importantes, une notion de couverture de stock, une notion de rangement par rapport à des poids, par rapport à des familles, il y a des contraintes de production, et tout ça donc en identifiant les types de supports, évidemment, pour aller donc là aussi avoir les bonnes données d'entrée pour identifier donc les solutions. Et ces hétérogénéités d'unités de chargement, évidemment, on en parlait tout à l'heure, hein, et on revoit quelques exemples ici, on ne va pas les traiter de la même manière en fonction dont on traite plutôt un IBC ici, un Palécon sur différents process où on a donc des recettes à faire, les notions donc de conditionnement sur sac, en jerrycan, sur fût, etc. Là aussi avec les familles de produits. Et donc, on va faire un focus sur la qualité, la taille des supports, sur l'hétérogénéité des charges, sur est-ce que les charges sont débordantes ou pas, est-ce qu'il y a des contraintes de poids, de qualité, des échantillonnages à faire, des prises des contrôles, la notion de quarantaine. Est-ce que quand je fais un contrôle, je dois laisser mes 10 palettes réceptionnées sur le quai, ou est-ce que je peux me permettre de les ranger et puis je vais gérer plutôt une quarantaine informatique, ou est-ce qu'au contraire je dois les mettre dans une zone grillagée pour m'assurer et garantir que personne ne les prend. Donc tout ça, on va forcément là aussi en point d'entrée se poser la question. Le choix de la solution, il va se faire par rapport aux différentes alternatives hein, dont on parlait tout à l'heure quand je montrais donc les étapes de l'étude de faisabilité. Il va se faire par rapport à un plan directeur. On va identifier, dimensionner donc des équipements. On va identifier et sélectionner une philosophie opérationnelle. On va quantifier des ressources. On va quantifier des notions d'investissement, des coûts d'opération, hein, qui donc les investissements c'est one shot. Les coûts d'opération, ce sont les OPEX, elles vont se répéter donc tous les ans, de manière donc à définir donc également un calendrier dans le choix de la solution. C'est est-ce que ma solution, je peux la mettre en place là demain matin, ou est-ce que je dois attendre 3 ans avant de la mettre en place parce que je suis sur quelque chose qui est très spécifique, la technologie qui est à développer, et je ne peux pas rentrer dans un standard aujourd'hui du marché, est-ce que je peux le faire en plusieurs étapes, etc. Et donc, on va évaluer, évoluer les scénarios, les solutions possibles, à la fois pour la partie stockage, à la fois pour la partie alimentation de la production, avec des systèmes de tridirectionnels qui peuvent être AGV ou pas, donc qui va permettre d'aller exploiter au maximum la hauteur, hein, puisque l'idée aujourd'hui qu'on entend chez nos clients, c'est de dire on réintègre des productions, on va vers on limite notre dépendance à des sous-traitants, à des pays étrangers et on ramène notre production. Si on ramène des productions, des lignes de production, ça veut dire que soit j'ai la capacité à m'étendre en termes de surface, soit je dois le faire et ma contrainte c'est de le faire exopérimètre et auquel cas je dois repenser mon stockage de matières premières, sauf donc l'externaliser, repenser mon stockage de produits semi-finis, de produits finis, de composants, etc. Et donc, on va rentrer dans ces notions d'optimisation, de densification, donc de stockage de produits par mètre carré d'entrepôt ou de surface dont on dispose. Et donc, avec différents systèmes, là aussi, on va travailler sur la dépendance plus ou moins forte, donc à la main-d'œuvre, à des caristes, à des manutentionnaires, à la partie HSE qui est importante aussi, hein, donc cette partie qui va jouer à la fois sur les conditions de travail, à la fois sur le fait de prendre un cariste qui fasse uniquement des allers-retours de point A en point B toute la journée, et à la fois donc sur le côté environnemental avec la consommation qu'on peut avoir donc électrique des différents systèmes. Donc tout ça, on va évidemment le prendre en compte pour étudier ces possibilités. On a quelques exemples ici avec
des notions donc d'AGV, avec des systèmes de shuttle et de rack à accumulation. On a les notions de transstocker, on a cet autostore qui est visualisé ici, donc qui va vraiment densifier, mais là on va pas parler de palettes, on va parler de petits produits qu'on peut mettre dans des bacs. Voilà, donc on va avoir des multi-shuttles également. Donc tout ça, on va analyser et chercher en fonction des technologies, à la fois sur du stockage et à la fois donc sur la manutention, du convoyage, de l'AGV, des systèmes donc aériens, donc avec des nacelles, voilà, pour éviter de prendre l'impact au sol, de manière à pouvoir là aussi identifier la meilleure chose. On peut avoir aussi, dans certains cas, et qui ne sont pas rares, des notions donc de matériel, donc de type AGV, sur lesquels on va prendre des hors-gabarits ou on va prendre plusieurs palettes, et on va devoir traverser une cour, sortir d'un bâtiment, rentrer dans le bâtiment d'en face, là où on a pourtant des flux de camions pour le coup, des flux piétons, potentiellement de VL, etc. Donc tout ça, on va l'intégrer de manière à aller voir qu'est-ce qu'on sait faire en standard et qu'est-ce qu'on peut faire sur du matériel avec donc des adaptations, en se posant la question aussi du cas des références sur quelle technologie est-ce que je peux mettre en place pour assurer donc le guidage donc de ces systèmes automatisés de manière à avoir une sécurisation du process tout en n'ayant pas simplement des convoyeurs qui vont bloquer les passages parce qu'un convoyeur, quand on le met en place, on sait qu'on ne peut plus passer pour le coup. Donc c'est bien le long d'un mur. C'est un peu plus gênant en plein milieu d'un process et d'un entrepôt. Bien, alors cette solution, une fois qu'on aura donc déterminé ses besoins de flux, ses contraintes, ses cadres de référence et qu'on aura donc identifié quelques solutions possibles, on va se poser la question donc sur une notion de payback, certains que j'ai laissé donc ici donc en anglais, où on va identifier ces notions d'investissement de départ, de coûts opérationnels, et puis bien sûr sur l'exemple qu'on a ici, on voit que sur la 8e année, par exemple, la solution qui nous coûtait à 0 au départ commence à nous coûter un petit peu cher, et puis de 11 ans ou 12 ans, c'est celle qui va nous coûter le plus cher. Alors ok, la vision à 12 ans, est-ce que tout le monde l'a? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va comparer ces différentes solutions avec ce qu'on appelle l'impact cash flow. C'est la totalité des dépenses que je dois faire au départ, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, donc encore cumulé, qui va nous permettre d'identifier donc la meilleure solution. Et puis donc on va avoir une scorecard qui va nous permettre d'identifier en fonction à la fois des coûts, à la fois donc l'impact sur le calendrier, à la fois de la capacité peut-être d'investir en plusieurs étapes, à la fois sur les forces en termes de flexibilité, en termes de typologie de technologie, en termes de capacité de maintenance, de coût de maintenance, de disponibilité d'un service après-vente, etc. On va avoir une matrice qui va nous permettre d'identifier et d'aller choisir la solution et identifier la meilleure. Cette solution, on va pouvoir aller l'identifier et la consolider, la mettre en forme grâce à ce qu'on appelle donc la simulation de flux notamment. Donc on va apporter des preuves de concept. On a ici donc une image qui nous montre une alimentation donc de différentes chaînes de production et un calibrage en disant est-ce qu'on est capable avec une flotte d'AGV ou d'AMR ici d'aller identifier la bonne quantité, est-ce qu'on est sûr du bon nombre d'engins de manutention nécessaires, sachant qu'ils ont des besoins par rapport à des appels de poste, etc. Donc on va se baser sur l'historique, qu'ils ont des capacités en termes de vitesse, des cadences, des priorités à laisser passer par rapport aux petits copains, des temps de biberonnage, des temps de charge complète de la batterie, voilà, et donc des flux qui entrent et qui sortent, avec évacuation également ici donc des déchets. L'idée, c'est de dire,
on digitalise, donc on reproduit donc dans un environnement digital l'organisation et on met en place donc et on simule donc ces engins ou des convoyeurs ou des systèmes quels qu'ils soient, y compris aussi donc des opérateurs. Et donc on identifie et on calibre et on vérifie, on met un coup de tampon. C'est un peu une garantie sur un investissement en disant OK, on peut y aller les yeux fermés. Avec ces critères et ces points d'entrée, on sait que la solution donc répond aux besoins. Et donc on va avoir cette simulation qui va pouvoir nous permettre donc, de valider la solution. On va pouvoir analyser ce qu'on appelle la résilience. Voilà, c'est comment est-ce qu'on peut continuer malgré différents scénarios de stress test, de grosses journées, je double ma journée, qu'est-ce que je dois faire, etc. Enfin, je double mes besoins. Je change mon mix produit. Donc tout ça, c'est des scénarios de test qu'on fait ensemble et qu'on va pouvoir aller identifier et de manière à pouvoir vraiment verrouiller la solution qu'on va vouloir mettre en place. Et puis, donc, il y a cette analyse des risques. Hein, donc, qu'est-ce qui pourrait se passer et qu'est-ce qu'on pourrait assurer en termes de temps de continuité si à un moment donné, on a une difficulté. Voilà, et donc dans cette réalisation, après, hein, une fois qu'on a identifié la solution, on sait vous accompagner, et, parce que c'est bien beau d'avoir identifié la solution, mais il faut la mettre en place. Et donc on va passer donc, sur cette notion de projet détaillé, sur cette notion de simulation de flux dynamique. On va savoir vous accompagner sur un process donc, de rédaction cahier des charges, d'achat, de sélection de fournisseurs, et puis de passer toutes les étapes de la fabrication, la mise en place du système par le fournisseur jusqu'à la mise en place sur votre site en passant par les phases de test chez le constructeur sur votre site. On va tester les capacités, on va vérifier que ce qu'a produit le fournisseur correspond bien à la fois à ce qu'il a vendu et ce qu'il a vendu correspond bien à la fois à notre besoin et aux demandes initiales donc, de l'entreprise, donc avec un accompagnement complet qui peut se faire donc à différents niveaux donc, de la démarche. Alors, en conclusion, avec toute cette évolution et toute cette démarche, puisqu'on arrive à la fin donc, de notre webinaire, on va se poser forcément des questions sur les méthodes, sur les ressources, sur les compétences à mettre autour de l'équipe projet, sur l'ouverture qu'on doit avoir sur les différentes solutions et pas juste dire j'ai eu une solution, je vais essayer de la faire copier-coller dans mon entrepôt, sur mon activité, sur la planification, sur la validation des solutions. Tout ça, c'est des étapes qui sont capitales qu'on ne peut pas prendre à la légère et sur lesquelles donc, on vous propose véritablement de réfléchir à une véritable méthodologie de manière à être sûr de ne pas louper d'étapes. Cette méthodologie, vous l'aurez comprise, qu'apporte Simco, elle passe par cette étude de faisabilité et cet accompagnement possible à travers donc, le projet, les achats, la mise en œuvre et le démarrage. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. On a passé une petite heure ensemble sur des points peut-être un petit peu trop rapidement, d'autres que vous auriez aimé donc, développer. Sachez que donc, vous avez d'une part, un outil de chat et je ne vous l'ai pas dit au début du webinaire et je m'en excuse, vous pouvez poser vos questions et on va avoir un temps de réponse pour poser donc, vos questions à travers l'outil de chat. Vous allez bénéficier également à la fois du lien sur le replay du webinaire, mais surtout donc, pour charger donc, le support de présentation. Donc, n'hésitez pas. Vous avez également nos coordonnées qui vont s'afficher. Et puis, voilà, le temps que vous posiez vos questions si vous en avez. Sachez que on va se retrouver le 9 décembre, pardon, à 11 h et on va parler de l'étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité qu'on a passée très rapidement à la fin, une fois qu'on a identifié les différentes étapes donc, de cette liaison donc, et des éléments à prendre en compte sur la liaison donc, entre une production et sa logistique et vice-versa. Donc, on passera une petite heure pour développer vraiment en détail cette étude de faisabilité, les données entrantes, les cadres de référence, les études de besoin et donc tout ce qui va nous amener à identifier donc, différents scénarios.
Voilà. Vous pouvez, sur la présentation, vous pourrez cliquer sur la petite souris et avoir une petite vidéo sur Synchro Consulting. Et puis, vous avez ici donc, à la fois donc, nos coordonnées, si vous voulez nous joindre, si vous avez besoin de détails ou si vous voulez approfondir cette présentation. Si vous avez un projet également, n'hésitez pas à nous appeler, ce sera un plaisir. Et puis, si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce webinaire ou des sujets que vous aimeriez voir abordés sur l'exercice 2023, eh bien, je vous laisse flasher ce QR code et renseigner donc, vos avis, votre opinion, de manière à nous dire ce que vous pensez donc, de nos webinaires afin qu'on puisse nous mieux cadrer à vos attentes. Alors, il est bientôt midi et je vais de ce pas regarder si vous avez des questions. Alors, j'ai une première question. Vous avez cité des AMR à un moment donné. Quelle est la différence entre un AMR et un AGV? Alors, un AMR, c'est plutôt, on est sur sur un support, donc évidemment robotisé, sur roue, qui va plutôt prendre des supports de charge par-dessous et qui va être vraiment se faire totalement discret sous la charge, sous une palette, moyennant un système intermédiaire pour pouvoir soulever la palette, qui va prendre sous une étagère, qui va prendre un ensemble de supports de différentes caisses en plastique, en métal, etc. Donc il va se glisser dessous, il va se déplacer. L'AGV, on est plutôt sur un engin, on a vu quelques photos, soit traditionnel, qui va être équipé donc d'un système de guidage, de pilotage au sein donc, de son environnement, et qui va garder le poste de pilotage du cariste pour reprendre la main le cas échéant, soit sur des engins qui vont être autonomes et qui vont ressembler à un frontal, à un rétract, à un tri, et qui vont être totalement donc audio guidés, enfin auto-guidés, comme le veut le terme donc AGV. Donc AMR, on prend par-dessous et c'est relativement petit comme conditionnement et c'est unitaire. AGV, on est plutôt sur des gros systèmes qui vont pouvoir mettre en rack ou en hauteur donc des palettes ou des unités de manutention. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je ne sais pas si j'ai été clair ou si j'ai répondu à toutes vos questions à travers cet exercice. Si vous avez, je vois qu'il n'y a plus de questions pour l'instant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail ici, c'est avec plaisir qu'on vous répondra et qu'on pourra échanger par la suite. Et donc, si vous n'avez plus de questions, il me reste à vous souhaiter un bon appétit et rendez-vous le 9 décembre ou avant pour le prochain webinaire consacré à notre étude de faisabilité. Merci à vous, bon appétit, à très bientôt.